concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bienvenue fidèles auditeurs dans cette édition du 11 août 2020 dont voici les principaux titres. Des Imbonerakure encore cités dans des violences au Burundi, un habitant d'Omishi a été récemment passé à tabac par le chef de ces jeunes du parti au pouvoir. Le développement, c'est tout à l'heure. Partager un message de haine est synonyme de participer à la propagation de cette haine. Un journaliste et formateur sur la gestion des réseaux sociaux va s'exprimer au cours de cette édition. Et demain, c'est la journée internationale de la jeunesse. À marge de cette journée, les jeunes burundais réclament plus d'emplois. Bienvenue encore une fois dans cette édition réalisée au niveau technique par Fabrice Ndimurukundo et Inès Gakiza. Tout de suite, le développement de tous ces titres. C'est regrettable que l'ambassade du Burundi au Rwanda ne puisse pas aider les 134 Burundais qui désirent rentrer dans leur pays natal. Réaction de l'ancien deuxième conseiller d'ambassade en République unie de la Tanzanie et en Belgique. Selon Jean Bosco Guigemera, le Burundi a violé la loi régissant les relations diplomatiques. Au moment où ces Burundais n'ont pas d'autre choix, Jean Bosco Guigemera leur demande de saisir le gouvernement rwandais afin qu'il puisse les traiter comme des réfugiés. La mission de toute ambassade est entre autres de représenter le pays et les ressortissants auprès du pays où elle est implantée. En pareille circonstance, ils doivent s'orienter vers l'ambassade et l'ambassade devrait les accueillir, les orienter et servir d'intermédiaire entre eux et les autorités nationales. C'est très dommage d'entendre qu'ils n'ont pas été accueillis à bras ouverts alors que c'était la porte indiquée. La Convention de Vienne est une convention internationale qui régit les relations entre les pays, convention qui date de 1963 à laquelle le Burundi a souscrit. Dans cette convention, nous lisons le rôle d'une représentation consulaire de chaque pays dans un pays d'implantation, entre autres défendre les intérêts des ressortissants de son pays, délivrer des documents de voyage, servir de pont entre le pays d'accréditation et le pays d'origine. Ça fait au niveau de la définition du rôle et de la mission diplomatique. Nous lisons cela également dans les textes régissant le ministère des Affaires étrangères du Burundi. Pour moi, l'autorité burundaise est représentée à Kigali par l'ambassade vient de nier les 134 ressortissants burundais, alors que c'est son devoir de défendre les intérêts, de les servir. À partir du moment où ils sont dans cette situation, puisqu'ils viennent d'être niés par l'autorité qui devrait normalement les servir. Ce qui reste pour le moment, non d'autre choix que de s'en remettre aux autorités rwandaises et au HCR pour demander l'asile. Jean Bosco Guigemera a été conseiller d'ambassade du Burundi en Tanzanie et en Belgique. La rédaction de la RPA a tenté encore une fois de joindre le secrétaire d'ambassade du Burundi au Rwanda, mais il n'a pas répondu à notre appel. Quant à Prosper Ntahogwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement du Burundi, il nous a signifié qu'il ne pouvait pas faire de commentaire. Le gouvernement de Gitega devrait d'abord rétablir la sécurité au pays qui a contraint plusieurs Burundais à l'exil avant de montrer qu'il se soucie de ces réfugiés du camp de Mahama qui ont demandé au président Evariste Ndayishimiye de les aider à retourner au pays. C'est la réaction du président du parti CNDD, Léonard Nyangoma, indique que les mobiles de leur exil subsistent. twe twibaza yuko bihenze ariko ntibihenze kuko niwe batumye izo mpunzi abarundi benshi bate ibihugu byabo barahunga
Nous pensons qu'ils se trompent, mais ils le font sciemment parce que ce sont eux-mêmes qui ont poussé ces Burundais à l'exil. Je suis de près la question des réfugiés. Ce gouvernement dit aux Burundais d'appeler leurs frères qui sont au Rwanda pour qu'ils rentrent, car le pays est paisible. Cela n'est pas nécessaire. Je le répète souvent, quand le pays sera paisible, tous les réfugiés seront au courant. Tu n'auras pas besoin de crier ou envoyer des gens pour les rapatrier. Ils le feront eux-mêmes. Tu auras seulement la tâche de préparer le lieu d'accueil, mais actuellement ces réfugiés ne répondent pas à votre appel puisqu'il y a encore des choses qui manquent. Les mobiles de leur exil sont toujours là. Ils ont fui ce gouvernement qui se nomme maire, mais qui est pourtant caractérisé par plusieurs crimes. niyo leta yita ngo ni leta mvyeyi bazi iyo leta mu minsi iheze yakora amarorerwa. Léonard Nyangoma, c'est le président du parti CNDD. Pour rappel, un groupe de 5 réfugiés de Mahama ont saisi le président Évariste Ndayishimiye vers la fin du mois de juillet, lui demandant d'intercéder pour eux afin qu'ils puissent rentrer. Ces 5 réfugiés disaient représenter plus de 300 autres dont les noms étaient marqués sur la liste annexée à la correspondance. Mais constat a été que la liste n'a pas été confectionnée sur accord de toutes les personnes qui y figuraient. Certains ont démenti, disant ignorer tout de cette affaire. D'autres n'habitent pas le camp. D'autres encore n'ont jamais été réfugiés. Et sur la liste est marqué même des réfugiés déjà morts. Parlons droits de l'homme sans transition. Les Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, continuent à persécuter impunément la population dans différents coins du pays. Le cas le plus illustratif est celui d'un habitant de la commune Mishiha de la province Changuzo qui a été passé à tabac samedi dernier par le responsable des Imbonerakure dans la commune. La faute lui reprochée serait de ne pas lui avoir livré à temps sa commande. Josiane Mouzanez. La victime en question se prénomme Omer. Originaire de la commune Mishiha, il habite sur la colline Mugera et travaille comme blanchisseur. Selon nos sources, ce dernier aurait remis avec retard le costume lui laissé par Simon Sindaigaya, responsable communal des Imbonerakure, ce qui aurait frustré cette autorité qui a juré de lui donner une correction qui n'est pas près d'oublier. C'est ainsi qu'il a alors envoyé des Imbonerakure à sa recherche. Les mêmes sources révèlent que ces jeunes de cette milice affiliée au parti CNDD-FDD ont extirpé Omer de son lieu de travail et l'ont directement conduit au domicile du dit responsable. Cela s'est passé ce samedi 8 août vers 14h et la mission fut confiée à 2 Imbonerakure dont le nommé Moïse Nzeimana surnommé Nganda. Une fois sur place, poursuivent nos sources au sein des Imbonerakure de la place, Omer a été sommé de s'allonger par terre. A alors commencé une séance de bastonnade, laquelle séance a duré environ 30 minutes. Et témoignent les mêmes sources, la victime a été bâillonnée pour l'empêcher de demander de l'aide. Un acte qui a révolté et les Imbonerakure et les habitants de cette localité, vu que ce chef des Imbonerakure n'en était pas à sa première incartade. Comme nous sommes dans un gouvernement qui se dit paternaliste, nous, Imbonerakure et la population en général, demandons que cette persécution cesse. Nous demandons aussi que ce Simon Nzeimana soit traduit en justice et, si possible, qu'il soit limogé de ses fonctions de responsable du parti. Contacté à propos, Simon Nzeimana, responsable communal des Imbonerakure à Mishiha, pointé du doigt comme étant l'auteur de cette persécution, a tout nié en bloc. Joint également par notre rédaction, Jérôme Tegilidje, responsable du parti CNDD-FDD dont est issue cette milice en question, il a dit ne pas être au courant de cette affaire. Quant à Frédéric Nyonsaba, administrateur de la commune Mishiha, nouvellement élu, nous n'avons pas pu le joindre. Vous saurez que le même Simon Nzeimana est cité dans d'autres exactions, dont le viol, car selon toujours nos sources, il aurait engrossé 2 jeunes élèves, des crimes auxquels il n'a pourtant jamais répondu devant des juridictions.
Et puisque nous parlons droits de l'homme, l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, Amnesty International, propose au nouveau gouvernement du Burundi les priorités en matière des droits de l'homme. Dans une déclaration sortie ce mardi, Amnesty International dresse une liste de 10 priorités qui permettront un changement significatif en matière de respect des droits de l'homme. Amnesty International demande à l'actuel gouvernement de mettre fin à l'impunité des crimes, de démobiliser les Imbonerakure qui, ces dernières années, se sont substitués aux agents de l'ordre, de révéler le sort des victimes de disparitions forcées, de libérer les prisonniers politiques et d'opinion. Amnesty International appelle également le gouvernement à prioriser la progression des droits des femmes, à créer un environnement sur le retour des réfugiés, à promouvoir un dialogue efficace, à œuvrer en faveur de la vérité et de la justice, à garantir le droit à la santé ainsi qu'à renouer les relations internationales. Nous reviendrons sur cette information dans nos éditions de demain. Et je vous le disais en titre, partager un message ou audio qui appelle à la haine est synonyme de participer à la propagation de cette haine. C'est l'avis du journaliste Trésor Kibangula, formateur sur la gestion et l'utilisation des réseaux sociaux. Trésor Kibangula conseille de ne pas partager de tels messages. En tout cas, partager un message haineux n'est pas partager une information. Vous participez plutôt là à la propagation des propos ou des messages haineux. Ce qu'il faut faire, si vous pensez que le fait de partager ces messages participe à informer ou à sensibiliser, il faut faire un effort de ne pas les relayer automatiquement, mais de marquer que ça, c'est un message de haine. C'est pourquoi même lorsqu'il y a eu cette tendance à la traque des fake news, il y a eu le travail des journalistes dans la détection des fake news en faisant des fact-checking. Donc, on peut parler de quelque chose qui est relayé par des gens, même si ça fait partie des fake news, mais en prenant des soins de dire à des gens à qui on transmet ces messages que c'est une intoxication, c'est un message haineux. Mais les partager sans les dire participe à la propagation des messages haineux. Donc, vous avez, vous, la responsabilité de couper la chaîne de la haine, si vous estimez que c'est un message qui incite à la violence ou au meurtre ou à la haine ethnique. Le formateur Kibangula explique que même si les réseaux sociaux facilitent les échanges d'informations, ils peuvent constituer un danger quand ils sont utilisés par des profanes dans le domaine de l'information. Suivez encore une fois Trésor Kibangula. C'est un fait indéniable. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et les services de messagerie comme WhatsApp sont devenus incontournables pour s'informer, mais aussi pour diffuser, voire partager de l'information. Mais un problème, ces outils ne sont pas exclusivement réservés aux médias, aux journalistes. Ils sont donc aussi des canaux par lesquels peuvent passer des fake news, mais aussi des messages appelant à la haine, parce que tout le monde peut utiliser WhatsApp. C'est pourquoi sur WhatsApp, par exemple, il est fortement recommandé de ne pas relayer des propos qui appellent au meurtre, à l'assassinat, à la haine raciale ou ethnique. Il faut pour cela appliquer une règle simple. Moi, j'appelle ça comme ça, c'est le fait de refuser de faire partie d'une chaîne de la haine. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit une photo, un audio, une vidéo à caractère discriminant ou qui fait la promotion de la haine ethnique, on s'abstient de partager, on s'abstient de relayer. On prend donc sa distance, car WhatsApp lui-même nous recommande de faire très attention aux informations qui confirment nos croyances ou des préjugés que nous pourrions avoir sur les autres ou sur un fait. Dites-vous toujours que ce n'est pas parce qu'un message circule dans plusieurs groupes WhatsApp que vous pouvez, vous aussi, vous permettre de l'envoyer à d'autres personnes. Trésor Kibangula, formateur sur la gestion et l'utilisation des réseaux sociaux, qui s'exprime après que des messages et audios appelant à la haine ethnique circulent à grande vitesse sur les réseaux sociaux, surtout via WhatsApp. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Edjoui Gabanyagihugu, mais également sur notre compte Twitter. Tout de suite, nous passons à la page Justice.
Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Le juge n'a aucun droit de prendre une décision contraire aux plaintes de la partie accusatrice. Dans le cas contraire, c'est la violation de la loi. Propos de maître Gustave Nyonzima après la décision du tribunal de Kayanza condamnant à 30 ans de prison 3 personnes accusées d'avoir lancé des pierres sur le cortège présidentiel. Suivez plutôt maître Gustave Nyonzima. De prime abord, je commencerai à dire que c'est un procès qui n'a rien de réel, c'est l'imaginaire et le montage. C'est un dossier basé uniquement sur des chefs d'accusation politiques et non basé sur des chefs d'accusation purement judiciaires. En vertu de l'article 10 alinéa 5 du Code de procédure pénale, ces 3 prévenus n'ont pas été suffisamment assistés de leurs avocats conseils. Dans ce cas même, en l'absence de leurs avocats conseils de leur choix, ils ont le droit de garder le silence. Ce sera a été respecté, c'est le ministère public qui devait renseigner qu'ils ont le droit d'un avocat de son choix pour chacun, mais aussi à la d'un avocat de son choix pour chacun des prévenus. Il devait avoir un avocat commis d'office. Alors, le principe sacro-saint en matière de droit pénal et de procédure pénale n'a pas été respecté et ça viole l'article 10 alinéa 5. Également, en vertu de l'article 232 du Code de procédure pénale, le juge ne pouvait pas requalifier les faits qui avaient été soumis par le ministère public donc la partie accusatrice sur base de l'infraction de non-assistance à une personne en danger, à l'occurrence à la vie de son excellence le président de la République. Et par après, ça a été requalifié et commis en attentat contre le chef de l'État. Et en droit pénal, ça aura été possible parce que le juge ne peut pas statuer omnia petita, c'est-à-dire qu'il ne peut pas statuer en dehors de ce qui a été présenté par la partie accusatrice et en dehors même du débat contradictoire entre la défense et l'accusation. Et donc, cela viole l'article 232 du Code de procédure pénale qui exige que le juge ne peut pas fonder sa décision que sur des preuves tangibles qui lui sont rapportées au cours des débats contradictoires et discutées devant lui. Pour Gustave Nyonzima, le rôle du ministère public est de veiller au respect de l'ordre public tout en respectant les libertés individuelles. Mais tout cela n'a pas été respecté. Suivez encore une fois Maître Gustave Nyonzima. En droit pénal, le rôle du ministère public est de protéger l'ordre public tout en sauvegardant les libertés individuelles dans le travail inhérent à la recherche des éléments à charge et à décharge. Cela n'a pas été respecté. Un des prévenus était chez lui, à la maison, et ne s'est même pas présenté sur les lieux, mais par après, coup contre le revirement à 180 degrés, il a été accusé et mis au cachot et mis aux arrêts. En matière pénale, il y a un principe cardinal de toute enquête et instruction qui veut que le ministère public instruise à charge et à décharge, conformément à l'article 110 alinéa 2 du Code de procédure pénale et à l'article 90 du Code de procédure pénale également, où on voit qu'il y a un des prévenus qui a été incarcéré alors qu'il était à la maison. Ça nous montre qu'il y a l'anguille sous roche, ça nous montre qu'il y a derrière tout ça des mobiles politiques ayant poussé le ministère public et le tribunal à juger illégalement et arbitrairement contre cette personne. Un procès basé sur la politique et non les objets et des aspects judiciaires. Également, on voit que ces prévenus ont été contraints de témoigner contre eux-mêmes et de jouer le rôle à la fois de prévenus et à la fois de témoins. Cela viole attentatoirement l'article 235 du Code de procédure pénale et la jurisprudence de la Cour suprême. Maître Gustave Nyonzima, la justice, c'est également ce procès de flagrance de ce mardi d'un officier de la police judiciaire affecté à la direction générale de la police devant la Cour anticorruption. Il est accusé de corruption, comme nous le dit notre consoeur Nadège Irakodze. Elian Sabindemni est le nom de cet officier de la police judiciaire accusé d'avoir demandé des pots de vin à un certain Ferdinand Manilakiza qui était poursuivi pour escroquerie et dont le dossier était traité par ce même OPJ, Elias Sabindemni. Ce policier a été arrêté en possession de 100 000 francs burundais reçus de la part de Ferdinand Manilakiza, un montant que ce dernier avait photographié pour preuve de cette corruption. Au moment où la Cour anticorruption a accusé cet officier d'avoir commis 2 infractions, à savoir la corruption
et de ne pas avoir procédé à l'arrestation d'un présumé coupable d'escroquerie, le PJ Elias Savindemni a réfuté les accusations en rapport avec la corruption, mais il a reconnu de ne pas avoir fait correctement son travail. Ainsi, le procureur de la République a requis une peine de 5 ans d'emprisonnement et une amende de 200 000 francs à l'encontre de l'OPJ Elias Savindemni. La Cour anticorruption a mis en délibéré ce procès dont le jugement sera prononcé le 25 de ce mois d'août. Parlons toujours justice. La Cour d'appel de Makamba vient de mettre en délibéré le procès de 16 personnes accusées d'assassinat et d'extorsion des biens en commune Kayogoro sur la frontière burundo-tanzanienne. Le ministère public vient de requérir une peine d'emprisonnement à perpétuité pour les 16 prévenus. Il s'agit de 12 civils et 4 policiers, dont le commissaire communal de Kayogoro. Les prévenus ont nié toutes ces accusations. Un policier a soulevé la question de régionalisme et a demandé au juge d'enquêter car les policiers arrêtés sont tous originaires de la province de Cibitoke. Le verdict sera prononcé ce vendredi dans les enceintes de la cour d'appel de Makamba. Parmi les prévenus figurent le commissaire communal de Kayogoro, le chef de zone Bigina, le chef des jeunes Imbonerakure, 3 chefs de colline de cette zone, 2 brigadiers de police et des jeunes Imbonerakure. Tous sont détenus à la prison de Rumonge. Et parlons toujours justice. Pierre Wassori, l'enseignant de la province Kayanza, incarcéré depuis 5 jours au cachot de la police judiciaire situé au quartier Jabé de la zone Bgiza, en mairie de Bujumbura, a été libéré ce mardi. Pierre Wassori avait été appréhendé pour avoir dénoncé les irrégularités qui ont émaillé les preuves données à un examen d'État aux élèves de la section technique. Mais les journalistes du groupe de presse Iwachu sont toujours en prison depuis 9 mois et 20 jours. Ces 4 journalistes du groupe de presse Iwachu sont détenus à Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gide Harerimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur des combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières aux rebelles du mouvement Red Tabara. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Les associations des défenseurs des droits humains et celles des professionnels des médias nationaux et internationaux ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes de leur métier. Une courte pause et nous parlons politique. Les députés issus du parti CNL plutôt s'insurgent contre la démarche de mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Dans une déclaration sortie ce lundi, les 32 députés du Congrès national pour la liberté indiquent que ce bureau a été voté sur base d'un règlement intérieur qui n'a pas respecté la procédure législative en matière d'adoption des lois. Selon les députés du CNL, ce règlement d'ordre intérieur qui régit l'actuelle Assemblée nationale n'a pas été adopté par la plénière. À propos de cette information, les députés issus du parti CNL n'ont pas remis en cause le bureau de l'Assemblée nationale, mais plutôt se sont inscrits en faux contre la procédure de sa mise en place. Analyse du professeur Didas Kiganahe qui explique que le parti CNL aurait saisi la Cour constitutionnelle pour que celle-ci observe des irrégularités dans la procédure de mise en place de ce bureau. Suivez plutôt professeur Didas Kiganahe, constitutionnaliste burundais. En principe, si la loi n'a pas changé d'ici là, je crois me souvenir qu'un quart des députés étaient qualifiés pour saisir la Cour constitutionnelle et faire valoir les arguments tendant à faire constater l'irrégularité de la procédure de vote d'une loi. Et donc, si dans le cas d'espèce,
Et si les choses sont encore ainsi et que le règlement intérieur était adopté irrégulièrement, il aurait été avisé que le CNL, disposant d'un quart de députés, saisisse la Cour constitutionnelle pour lui faire observer les irrégularités dans le processus de vote du règlement intérieur. C'est possible qu'il n'ait pas fait ça par mégarde, mais ça aurait été un jeu tout à fait conforme à la loi et à la Constitution. À l'Assemblée nationale, tout est question de pouvoir bien jongler avec la loi, conférer donc au CNL pour l'avenir qu'il puisse mettre en œuvre cette disposition pour faire observer à la Cour constitutionnelle les irrégularités commises dans le processus de vote d'une loi et pour lui demander de casser l'adoption de cette décision d'adoption du projet et demander à l'Assemblée nationale de pouvoir recommencer son vote. Professeur Didas Kiganahe fait savoir que l'absence de la concertation préalable avec le parti CNL n'est pas une violation de la loi, mais un manque d'élégance. Toutefois, professeur Didas Kiganahe exhorte les députés du CNDD-FDD à faire preuve de bonne collaboration avec ceux du CNL. Je pense que ce qui s'est passé dans cette séance-là et qui est critiqué dans cette lettre, qu'il faut en retenir l'essentiel, c'est l'absence de concertation avec le parti CNL. Et le regret qu'il y a lieu de faire de ne pas voir le deuxième parti figurer au bureau de l'Assemblée nationale, même si rien légalement ne l'exige, mais il aurait été plus élégant qu'un deuxième parti qui a des députés, un nombre de députés aussi important, se trouve représenté aussi au niveau des instances de direction de l'Assemblée nationale. Ça aurait été plus élégant, ça aurait été une marque de collaboration, de bonne collaboration, et qui augurerait une bonne collaboration pour le processus d'adoption des lois, et surtout qu'on est encore en début de législature. Le plus important dans une institution parlementaire, ce n'est pas le jonglage avec les majorités des uns et des autres, fussent-elles consacrées comme telles par la loi et la Constitution, mais la capacité à rassembler les députés, les diverses tendances de l'Assemblée nationale autour d'un projet de loi, pour que le projet de loi qui est adopté par l'Assemblée nationale soit l'expression d'un consensus de toutes les tendances politiques présentes à l'Assemblée nationale. C'est ça qui est le plus important et qui est même recommandé par les instances internationales opérant dans ce domaine comme l'Union interparlementaire. Professeur Didas Kiganahe s'est entretenu avec notre confrère Trésor Nyongabo. Pour clore cette page politique, les enfants de la rue et les adultes désœuvrés vont désormais être découragés dans toutes les provinces du pays. C'est l'une des recommandations de ce lundi au cours d'une réunion animée par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communal à l'intention des gouverneurs et des responsables policiers de toutes les provinces. Cette catégorie de personnes va être orientée vers certaines activités. Suivez plutôt Pierre Ngourikié, c'est le porte-parole du dit ministère. Le ministre leur a recommandé de combattre les Lingala et le désœuvrement. Et il a demandé au gouverneur de province de collaborer avec la police pour que partout où ils vont trouver des gens qui n'ont pas de travail, qui qu'ils soient, et surtout ceux-là qu'on appelle généralement les enfants de la rue, et il leur a demandé de les rassembler et d'aller leur montrer du travail à faire pour qu'on puisse en finir avec ce désœuvrement. Et il a même félicité certaines provinces qui ont déjà commencé à employer les gens qui n'ont pas à faire sur la province de Makamba et a demandé aux autres provinces de faire de même pour que chaque personne ait à faire. La multiplication du nombre d'enfants qui a mérité de bois et dans d'autres centres sociaux
a été constaté avec cette période électorale parce qu'il y avait un certain relâchement qui a fait que les enfants qui avaient été retournés chez eux au niveau des collines ont profité de l'attention qui était tournée vers la sécurisation du processus électoral et pour pouvoir retourner à mairie de Bougainville mais aussi dans les autres centres urbains. Maintenant, alors, tous ces grands événements auxquels l'attention de la police était portée sont maintenant terminés. Et c'est pourquoi vous avez vu que ces derniers jours, la police est en train d'appréhender ces enfants à Parsanté, surtout ici à mairie de Bujumbura. Et cette fois, ce qui est nouveau, c'est qu'au lieu de les conduire chez eux sur les collines, on va les utiliser dans les travaux, on va les montrer à faire. Pierre Mourikié, c'est le porte-parole du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communal. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp, c'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous clôturons cette édition en parlant de la Journée internationale de la jeunesse. Le monde entier célèbre chaque 12 août la journée internationale de la jeunesse, une journée célébrée depuis 1999. À cette date, les jeunes sont mis à l'honneur en tant que partenaires essentiels du changement. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les citoyens sur les défis auxquels fait face la jeunesse. Dans une déclaration sortie ce mardi, en marge de cette journée, le ministre chargé de la jeunesse, sport et culture a fait savoir que le gouvernement burundais a beaucoup de projets pour la jeunesse burundaise. Certains sont déjà lancés selon le ministre Ezekiel Niwigira. C'est dans cette optique qu'une banque d'investissement pour les jeunes, BIJ, est déjà mise en place pour leur faciliter à avoir des crédits bancaires visant leur autodéveloppement. À côté de ça, d'autres actions ont été menées, notamment l'organisation des ateliers de formation pour le renforcement des capacités des jeunes, les enseigner et les guider sur la manière dont ils peuvent créer eux-mêmes des activités génératrices de revenus. Il y a la mise en place d'une agence burundaise pour l'emploi des jeunes à BEJ qui déploie les jeunes diplômés dans différentes institutions pour des stages professionnels afin de gagner l'expérience et être compétitif sur le marché du travail. Et la célébration de la journée internationale de la jeunesse, édition 2020, verra la participation d'environ 500 jeunes venus de toutes les provinces du pays et de toutes les communes, représentant le Conseil national de la jeunesse à tous les niveaux. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère ayant la jeunesse dans ses attributions, interpelle les jeunes à être créatifs et à travailler en association et coopérative pour leur autodéveloppement, pour le développement de leur communauté et par conséquent le développement durable de leur pays. Le thème choisi cette année au Burundi est engagement des jeunes pour une action mondiale qui met en lumière les efforts qu'il faut déployer pour rendre facile la vie des jeunes à travers le monde. Et la jeunesse burundaise se dit pourtant confrontée à plusieurs difficultés de la vie, surtout liées au chômage. Ces jeunes qui se sont entretenus avec la RPA demandent au gouvernement de leur créer des opportunités de travail et de les traiter équitablement lors des recrutements. Les jeunes burundais font face à de multiples problèmes. Par exemple, il n'y a pas d'emploi. Si le gouvernement pouvait nous créer de l'emploi pour qu'on puisse avoir une occupation au lieu de rester dans la rue.
On étudie et on décroche des diplômes pour aller nulle part, puisqu'il n'y a pas d'emploi. Quand on fait un appel d'offres, peu de gens sont retenus. C'est un problème. On ne sait plus à quel sens se vouer. Même celui qui parvient à se créer un petit emploi, il est bloqué par les taxes colossales de l'OBR. Le gouvernement en place, qui se dit parent pour tous, en même temps travailleur, doit arrêter le favoritisme et nous traiter de la même manière. Il faut que chacun soit embauché suivant ses capacités et non pas pour son appartenance politique. Comme ça, nous pourrons œuvrer pour notre pays tout en construisant notre avenir. Que le gouvernement renoue la coopération avec les ONG internationales. Cela crée beaucoup d'emplois. La situation pourrait redevenir normale. Auparavant, nous avions des opportunités de travailler avec ces différentes organisations, mais aujourd'hui, c'est impossible. Les jeunes Burundais qui sont à l'extérieur du pays se sont également exprimés. Et très loin de leur famille, la pauvreté due au manque d'emploi et l'incertitude de leur avenir sont les défis auxquels font face ces jeunes Burundais qui se sont réfugiés dans différents pays. Suivez. Les défis auxquels les jeunes Burundais font face en exil sont nombreux. Premièrement, étant en exil, c'est déjà un défi majeur. Deuxièmement, le chômage extrême, c'est un défi très sérieux parce que trouver du travail en exil, c'est tellement difficile. Troisièmement, c'est notre futur qui n'est pas garanti. Normalement, l'avenir se prépare. Mais quand on est en exil, c'est tellement difficile de trouver, d'imaginer ou de faire des calculs pour savoir comment on peut se préparer comme il faut. Quatrième chose, c'est le manque d'éducation. Pas mal de jeunes n'ont pas poursuivi leurs études, alors que le niveau d'éducation, c'est celui qui garantit la vie actuelle. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu poursuivre les études. Ils sont dans la rue, ils n'ont pas de travail. Vraiment, c'est tellement difficile pour ces jeunes burundais. Les jeunes réfugiés ont surtout un problème de trouver du travail. Si tu veux faire du business, ce sera aussi difficile d'avoir du capital. Alors là, les jeunes filles vont se livrer à la prostitution ou dans les mariages précoces pour essayer de fuir les problèmes, ce qui n'est pas une solution adéquate. Le premier défi pour nous, les jeunes réfugiés burundais, c'est la pauvreté. On n'est pas capable de subvenir à nos besoins. On est même désespéré pour notre avenir car on n'a pas d'emploi. Et comme solution, il faut que nous ayons du travail. Ici, je demanderai au comité des réfugiés de nous chercher des capitaux pour s'autodévelopper. Deuxièmement, j'inviterai tout un chacun de faire tout au mieux, de chercher de quoi faire pour se développer en vue de ne pas croiser les bras. Troisièmement, j'inviterai l'État burundais de faire de tout au mieux et de résoudre tous les problèmes qui ont causé le déplacement massif des réfugiés des Burundais en vue de les rapatrier, faire appel à tous les réfugiés pour que nous participions au développement du pays ensemble. Et surtout les jeunes qui sont la force du pays. En cette journée internationale de la jeunesse, j'aimerais appeler les organisations internationales qui peuvent soutenir les jeunes réfugiés dans leurs initiatives à le faire. Par exemple, il y en a qui souhaitent continuer les études universitaires et qui ne peuvent pas faute des moyens limités. Je souhaiterais que la paix revienne au Burundi, qu'on rentre au pays, car la vie qu'on mène ici en exil n'est pas la même que dans le pays. Étant au pays, on peut planifier beaucoup de projets pour notre avenir. Voilà, c'est par ces interventions des jeunes Burundais en marge de la journée internationale de la jeunesse
que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 11 août 2020. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à Inès Gakiza pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba, je vous présentais cette édition. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.